Bonjour et soyez les bienvenus, chers amis visiteurs de ce CIRA. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent sur Internet, puisque vous pouvez vous connecter pour voir et revoir nos programmes sur le www.cira-tv.com. Alors vous le savez, nous sommes le dimanche 25 février, il est 9 h passé de 5 minutes et une belle journée s'annonce ici au CIRA puisque nous allons assister au lancement de la Coupe du Monde de pâtisserie. Toute l'équipe de la Web Télé est là et sera là toute la journée pour vous permettre d'être le mieux informé possible sur toutes les tendances, toutes les informations, l'actualité chaude du CIRA. Eh bien, nous allons vous la donner tout au long de la journée. Nous allons toutes les heures vous faire un CIRA News présenté par Michel Tanguy qui vous donnera bien sûr toutes les informations en présence le plus souvent d'un invité. Alors aujourd'hui, nous insisterons, comme vous le voyez ici, à des débats sur le thème de la restauration collective puisque nous évoquerons les nouvelles règles nutritionnelles ainsi que la formation et le management, quels enjeux et quel futur. Ce sera les tables rondes et les débats qui auront lieu ici aujourd'hui. Nous recevrons également Grégory Cuiron, cuisinier, qui va nous faire une démonstration avec des noix de Saint-Jacques, vous verrez. Rendez-vous 11h15 pour cette démonstration de cuisine. Et puis nous recevrons également Olivier Streff. Olivier Streff qui est un chef qui sera là à 10h55 pour nous parler de son expérience puisqu'il a enregistré d'ores et déjà la nouvelle édition de l'émission Top Chef sur M6. Pour l'heure, puisqu'on a un beau programme aujourd'hui, on ne va pas prendre de retard. On va passer tout de suite avec tout ce qui a fait les temps forts, tout ce qui a rythmé la journée d'hier sur le CIRA. Catering Cup et en 2015, la France. Eh bien, vous l'avez vu, ce CIRA 2015 a commencé sous les meilleurs auspices puisque effectivement la France a remporté l'International Catering Cup et tout à l'heure, Joël Mauvigné nous rejoindra ici même sur ce plateau pour nous livrer son sentiment. Alors, il est là, tout frais et dispo. C'est Michel Tanguy avec son désormais célèbre CIRA News. Bonjour à tous, bonjour Karine, je suis très heureux de vous retrouver pour ce premier CIRA News de ce dimanche 26 janvier. Nous allons démarrer avec le chiffre du jour, 259.
Il correspond au nombre de dossiers de candidature qui ont été déposés pour les Grands Prix CIRA Innovation, des Grands Prix qu'on vous présente tout au long de ces matinées. Et nous remettrons tout à l'heure en fin de matinée ces Grands Prix avec tous les lauréats. Ils sont 11 lauréats, dont un prix spécial du jury. Rendez-vous vers midi moins le quart. Les résultats des concours d'hier, il y avait pas mal d'activités sur les différentes scènes. Le lauréat de l'Open des desserts glacés s'appelle Philippe Faure, le second Jérôme Cellier, le troisième Johan Asseblin. On les félicite tous les trois. La France, on l'a vu dans les images et Joël Mauvignier sera là tout à l'heure. À l'honneur, la France remporte donc l'International Catering Cup. On félicite d'ores et déjà Jean-François Bury et son coéquipier Thomas Guichard, sans oublier toute la team du Bocuse d'Or France qui ont travaillé durant de longues semaines, pour ne pas dire de longs mois, pour encourager cette équipe. Et nous terminons avec le lauréat du Grand Prix de la restauration des lycées Rhône-Alpin, qui est le chef de cuisine du lycée hôtelier François Rabelais à Lyon. Bravo aussi à ce chef. Concernant les parcours experts, pour ce dimanche 26 janvier, nous avons sélectionné pour vous plusieurs parcours, dont l'épicerie fine, l'halal et cachère, les signes officiels de qualité et vins et boissons. Donc le principe de ces parcours experts, c'est grâce à ces petits dépliants que vous trouvez à l'entrée principale du CIRA. Ces petits dépliants vous permettent d'être, on va dire, pertinents dans votre visite et de vous intéresser exclusivement aux stands qui vont pouvoir vous apporter des informations utiles à votre activité. Donc Parcours Expert, c'est aujourd'hui sur l'épicerie fine, halal et cachère, signe officiel de qualité et vins et boissons. Le programme est riche pour ce dimanche. Tout d'abord, la Coupe du Monde de la pâtisserie qui se tient sur l'espace des chefs jusqu'à 18 h. Les trophées européens de la boucherie étale, on va en parler dans quelques instants. C'est sur l'espace cuisine en scène. Nous allons parler avec le président de la Fédération régionale de la boucherie, Pierre Perrin. Le concours régional des fromagers, ça ce sera cet après-midi sur l'espace cuisine en scène à partir de 13 h et jusqu'à 16 h 30. La Coupe de France de la boulangerie se tient sur l'espace Tendance Pain jusqu'à 17 h. Le deuxième championnat de France des arts gourmands, lui, se déroule sur l'espace de la Maison de la Pâtisserie. Ça a déjà démarré, ça se déroule toute la journée jusqu'à 17 h également. Et puis la remise des prix, donc les Grands Prix CIRA Innovation, ce sera sur ce plateau de la CIRA Télé tout à l'heure à midi moins le quart et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez assister à cette remise des prix. Le Cup Tester, c'est sur l'espace Café Chaud. 2 sessions uniquement ce matin. La première à partir de 10 h jusqu'à 11 h et la seconde entre 11 h 30 et midi. Il ne faudra pas les louper. Et puis le concours des baristas, également sur l'espace Café Chaud à partir de 13 h et jusqu'à 18 h. Et quand je vous disais que le programme était chargé, c'est bien vrai. Une dernière information, à ne pas manquer l'événement des rassemblements des food trucks. Ça se passe sur les Puces du Canal à Lyon et c'est jusqu'à 15 h. Et pour conclure, nous allons donc recevoir Pierre Perrin qui est à mes côtés. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. Pierre, vous êtes donc le président de la Fédération régionale de la boucherie et vous allez nous parler du trophée, de ce trophée de la boucherie étale qui a démarré ce matin à 6 h 30. À 6 h 30. Voilà. Vous étiez sur le pied de guerre très tôt. Les bouchers sont des lève-tôt, voilà, on va dire ça. C'est une épreuve qui est ouverte aux chefs d'entreprise. Et aux ouvriers aussi. Et aux ouvriers. Ce que je voudrais dire d'abord, si vous le permettez, c'est que c'est un grand bonheur à chaque fois, à chaque CIRA, depuis les 10 salons ou 12 salons qu'on participe. C'est à chaque fois un grand bonheur à avoir tous les concours qui sont organisés, tous les efforts qui sont faits par les candidats et aussi tout leur bonheur au moment des récompenses. Je crois que c'est une grande fête et je veux dire, cette fête, elle ne se dément pas. On a l'impression même que plus on avance et plus les choses sont bien faites et plus on se sent à l'aise. Et puis plus les candidats sont heureux de venir. Et pour ce qui nous concerne, on a un concours, comme vous l'avez dit, les trophées européens. On a 6 départements concernés, participants en France, dont les DOM, la Guadeloupe qui est présente. Et puis on a une équipe d'Angleterre, une équipe belge qui vient régulièrement faire ce concours de boucherie. Donc 8 équipes au total. 8 équipes de 2
candidats. De 2 candidats, ce sont des binômes, donc ils sont au travail, vous l'avez dit, depuis 6h30 ce matin. 6h30. 3 épreuves au total. Il y a 3 épreuves, mais il y a des déclinaisons dans ces épreuves. Évidemment, il y a trois épreuves principales avec le bœuf, le veau et l'agneau. Mais après, il y a du travail qui est beaucoup plus précis. On leur demande un travail beaucoup plus précis. Et cette année, on a 2 éléments qui sont un petit peu innovants. D'abord, c'est un concours européen, mais on est sur des viandes de Rhône-Alpes, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que la proximité est de plus en plus appréciée par le consommateur. Oui. Et qu'ensuite, nos collègues bouchers ne se rendaient pas compte que finalement, ils ont une production locale qui est tout à fait intéressante. Et trop souvent, ils vont chercher dans les régions qui ne sont pas forcément à proximité. Donc, le premier avantage et le premier, j'allais dire, le point sur lequel on a apporté cette précision, c'est la viande régionale. Et ensuite, dans les notations, on est beaucoup avec des coefficients plus forts sur la créativité. D'accord. Donc ça, ce sera important cette année. Là, cette année, la créativité va être importante, le décor, la présentation et tout ça. C'est vrai que c'est aussi ce qui fait vendre. Quand on rentre dans une boucherie, souvent on est attiré par la beauté de l'étal, les pièces, la façon dont elles sont mises en avant. Donc je comprends que ce soit un point important de cette épreuve. Oui, on a en fait plusieurs éléments dans le métier. C'est d'abord la pratique et le bon geste, on le dit souvent, mais c'est aussi des innovations au travers des spécialités bouchères, au travers de la décoration, comme je dis tout à l'heure. Et puis aussi, on s'aperçoit en même temps que notre métier attire de plus en plus de jeunes. On a un métier qui est sous tension aujourd'hui, comme un certain nombre de métiers de l'artisanat. Et aujourd'hui, on crée de l'emploi et on voit beaucoup de jeunes qui, 24, 25 ans, sont en reconversion et recherchent des métiers de l'alimentation et notamment de la boucherie. Merci beaucoup Pierre Perrin. Merci, on va inviter tous les visiteurs de ce salon et vous inviter à venir encourager les candidats donc, de ce trophée européen de la boucherie étale qui se déroule tout au long de la matinée sur l'espace Cuisine en Seine. Prochain news Syrah dans 1 heure. Pour l'instant, vous retrouvez Karine Tessandier. Merci Michel, merci à Pierre Perrin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Hier, nous avons assisté au tout premier concours de ce Syrah 2015, l'International Catering Cup. C'est un concours qui prend de l'ampleur chaque année. D'ailleurs, à 10h20, nous recevrons ici même sur ce plateau Joël Mauvigné qui viendra nous donner un petit peu les secrets, tout ce qui s'est passé un petit peu en marge de cette compétition. Pour le moment, je vous propose de regarder un bref résumé de ces 2 jours de compétition qui se sont quand même soldés par une victoire de la France. Cocorico! L'International Catering Cup, c'est un concours incontournable maintenant, dont je suis fier d'être le président fondateur. Et ma volonté, c'était de mettre en valeur tous les gens qui travaillent dans l'ombre au travers de toutes les manifestations qu'ils peuvent proposer. C'est le catering. Il y a 12 équipes présentes puisque je ne dispose que sur une journée de 12 box. Cette compétition, elle va se passer en 2 phases. La première phase se fait aujourd'hui donc au lycée d'Ardilly, où les équipes sont en train d'élaborer les 4 plats qu'ils ont à nous faire déguster demain. C'est le travail du traiteur. On est avec des jurys qui vont simplement noter tous les candidats sur la partie comportement dans le laboratoire, toute leur méthodologie de travail, sur leur hygiène, sur leur organisation, la gestion avec les commis. C'est tout ce qui est en amont dans notre travail de traiteur. Et demain, dans les box, ils nous feront déguster, ils finiront les produits en chaud et en froid. Et ensuite, la présentation globale sur le buffet. Bon les gars, là, c'est 19h là, c'est fini. Fini, stop. Et je précise bien qu'il y a une étape primordiale, c'est toujours le transport, avec tout ce qui est en cours sur le transport, les risques, que ça tombe, que ça bouge, voilà. Alors, pour ce qui est de la composition de demain, c'est un autre jury qui va intervenir, qui va lui être basé principalement sur tout l'aspect dégustation et maîtrise du produit. Mais alors là, ils vont avoir simplement l'aspect fini du produit, avec les températures d'envoi, avec tous les différents respects du sujet, parce qu'on a des thèmes imposés sur chaque produit.
le concours prenant de plus en plus d'ampleur, on commence à avoir des équipes qui sont de plus en plus performantes. Et là, on a une espèce d'osmose. On a 3 laboratoires différents avec 4 équipes dans chaque laboratoire. Et là, je suis incapable de vous dire à l'instant T ce qui va se passer. Moi, je pense que ça va être un bon cru, je l'ai déjà dit, parce que j'ai vu des équipes très motivées. Les sélections dans certains pays ont été haut de gamme. On a vraiment une osmose dans les équipes et un niveau qui a vraiment énormément augmenté. On sent des équipes très préparées. À la Suisse. Trophée d'argent, États-Unis. Allez, du bruit. L'équipe championne du monde de la Catering Cup et en 2015, la France. Si vous aimez les innovations, eh bien restez avec nous car Michel Tanguy a débusqué quelques nouveautés qui devraient vous séduire. C'est donc la Minute Innovation de ce CIRA 2015 avec les Grands Prix Innovation CIRA qui seront remis tout à l'heure ici sur ce plateau de la CIRA Télé. Si vous souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. La remise des prix démarrera sur les coups de 11h45 à peu près. On va commencer par parler de la gamme sans gluten de Bridor. Bridor qui s'intéresse donc pour cette année à la santé des consommateurs de l'hôtellerie, de la restauration, en leur proposant une gamme sans gluten, puisqu'aujourd'hui, la maladie cœliaque, donc qui définit les gens intolérants au gluten, touche une personne sur 100 en Europe et en Amérique du Nord, ce qui est quand même relativement important. Donc tous ces gens-là sont soumis à un régime strict qu'ils doivent suivre. Il est important que les restaurateurs puissent leur proposer des gammes adaptées à leurs contraintes alimentaires aujourd'hui. Bridor a donc travaillé. Et quand on dit travailler, ce n'est pas un vain mot puisqu'il faut réfléchir pour réussir sans gluten à offrir autant de plaisir aux gens, puisque le gluten dans la panification va donner toute l'élasticité au pain, va permettre au pain de lever, va lui donner toute sa texture et aussi tout le goût et tout le plaisir, on va dire, de la mastication. Donc lorsque l'on déguste ces pains ou toutes les pièces de viennoiserie qui sont composées de farine de blé. Bridor a donc réfléchi à trouver une farine qui puisse offrir le même effet, mais sans les inconvénients du gluten pour les malades. Alors, millet, riz et sarrasin ont donc été trouvés. Le travail a été fait sur les pièces de viennoiserie et de boulangerie. Et aujourd'hui, donc, Bridor propose une gamme 100% sans gluten. Il y a 2 petits pains. Hop. Alors, petit pain au pavot, avec des petites graines. Ici, petit pain céréales. Voilà, on a 3 petits pains en fait, tous emballés. Et pour la petite gourmandise, une petite madeleine, qui est donc elle aussi sans gluten. Donc une gamme 100% sans gluten. L'avantage donc de ces produits, comme vous venez de les voir, c'est qu'ils sont emballés individuellement. Alors, ça a un avantage premier, c'est qu'il n'y a pas de contamination, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que dans cette maladie, le gluten étant très très volatile, la farine étant très volatile, il faut absolument que les produits ne soient pas en contact les uns avec les autres. Ce qui fait que grâce à ça, les produits sont absolument sains,
Vous les recevez congelés et il vous suffit de quelques instants au four à micro-ondes pour les décongeler. Vous pouvez donc répondre à une demande de clients quasiment à la minute en leur offrant un petit pain croustillant, fondant, avec du goût et qui n'est pas du tout dangereux pour leur santé. Ensuite, on va passer à quelque chose de beaucoup plus technique qui se trouve ici. Hop. Ça s'appelle le Rapid Distill. Alors, Rapid Distill, c'est un objet français fabriqué par un artisan verrier et qui est né de plusieurs réflexions, notamment que beaucoup de choses se perdaient en cuisine, qu'il y avait beaucoup de gaspillage, qu'on pouvait jeter pas mal de choses. Et ces éléments, ces déchets, on va les appeler comme ça, pouvaient être recyclés. Cet objet, le Rapid Distill, donc inventé par la société France Gourmet, permet de recycler une partie des déchets de la cuisine, notamment des zestes d'agrumes ou des pétales de fleurs ou des peaux de poires, de pommes, etc., qui vont pouvoir donner deux choses essentielles, à la fois donc des huiles essentielles et de l'hydrolat. Tout simplement par décantation naturelle, c'est-à-dire qu'en fait, on va placer des déchets dans une partie de l'appareil, on va le mettre au micro-ondes et par on va dire décantation naturelle, on va récupérer les deux éléments que sont l'huile essentielle et l'hydrolat. Ça intéresse, on va dire, deux catégories de personnes, les chefs de cuisine et aussi à la fois les baristas et les mixologues. Donc pour faire des cocktails, vous allez pouvoir utiliser les huiles essentielles directement fabriquées avec par exemple les zestes et les essences d'orange. Ça va vous permettre donc de personnaliser vos cocktails, de leur donner une âme qu'ils n'auraient pas eu sinon, puisque vous aurez pu, on va dire, trouver quelque chose de très concentré. Et côté cuisine, ça permet là aussi d'utiliser deux matières, à la fois l'huile essentielle pour parfumer une sauce, pour parfumer un plat, pour utiliser quelque part un condiment original, et l'hydrolat qui lui va avoir une odeur mais pas de goût. Donc là on va pouvoir jouer sur le côté olfactif d'un plat en jouant sur une saveur que l'on aura apportée autrement, mais en troublant un peu le client, en lui donnant une petite surprise, en ayant un côté innovation avec donc ce Rapid Distill de la société Sens Gourmet. Vous pouvez le voir, cet objet, sur l'espace Food Studio, donc quasiment à l'entrée du salon. Sinon, sur le stand de Sens Gourmet, Hall 6, stand D5. Et en ce qui concerne la gamme sans gluten de Bridor, toujours Hall 6 sur le stand E124. Et je vous rappelle notre rendez-vous tout à l'heure à 11h45 pour la remise des prix, pour la remise de ces grands prix Sierra Innovation 2015. Karine Tessandi, c'est à vous. Eh bien, merci Michel Tanguy. Tout cela est très formel. Alors, maintenant, on va parler de la gestion des déchets, de l'énergie. Quels sont les enjeux environnementaux pour la restauration collective? C'est la question du jour et nous allons tenter d'y répondre. Alors, les enjeux environnementaux sont indiscutablement très importants pour la restauration collective et mes deux invités vont nous éclairer sur ce sujet. Bienvenue à vous, Gilles Castel. Vous êtes PDG de la société GSIR, si je prononce bien, Global System d'ingénierie de restauration. Ça, c'est dit, c'est fait. Vous êtes également le président de la FCSI France. Et bienvenue à vous également, Gilles Chevalier, vous êtes vice-président de la FCSI et vous avez fondé BEGC, un bureau d'études spécialisé en ingénierie cuisine. Et vous n'êtes pas très en forme aujourd'hui, un peu grippé. Absolument. Bon, bah écoutez, soyez le bienvenu, on va prendre soin de vous. Vous allez voir, cette Web TV Sierra, c'est magique, vous allez ressortir guéri. C'est beaucoup mieux que la Sécu. Mais ça coûte moins cher. Alors, Monsieur Castel, pourquoi d'abord, on va peut-être définir déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la FCSI France. Alors, le FCSI France, le FCSI de manière plus générale, c'est une association internationale de consultants. Oui. Elle représente à peu près 1500 membres sur le plan international. Pour moitié des consultants indépendants qui représentent des cabinets d'ingénierie et pour moitié des industriels. Pour l'unité française, nous sommes 80 membres, pour moitié donc 40 membres consultants et 40 membres industriels au niveau national. Donc on est présent sur le stand El Sierra et on est partenaire de l'événement en fait, pour
pour cette organisation. Bien, FCSI qui signifie donc Food Consultant Society International. Ok, right, your English is fluent. Alors pourquoi s'engager finalement dans le développement durable? Alors un des objectifs de l'association, c'est de promouvoir les métiers de l'ingénierie. Et dans l'ingénierie, dans la conception de cuisine, l'aspect environnemental est énorme dans l'acte de construire, dans l'acte d'exploiter et de réaliser des chantiers. Donc il y a une dizaine d'années, quand la démarche haute qualité environnementale s'est mise en place avec Certivea, on est adhérent de Certivea, on a participé à ce travail de mise au point des référentiels de certification. Et pour que les restaurateurs, les maîtres d'ouvrage, les écoles hôtelières s'y retrouvent un petit peu, on a publié un premier cahier technique sur la démarche haute qualité environnementale en ingénierie, donc cet ouvrage-là. D'accord. Cet ouvrage est réédité avec une mise à jour et toujours vous pouvez toujours l'acheter aux éditions BPI. Il y a 2 ans, donc on a continué à travailler dans le cadre de l'évolution de la réglementation sur les Grenelle 2 et dans le cadre de la démarche de valorisation des déchets organiques pour leur retour à la terre. Et on a lancé, il y a donc 2 ans, pendant le salon du CIRA, un second cahier technique sur la gestion des déchets en restauration. Donc c'est cet ouvrage-là qui est toujours en vente actuellement sur le stand pour ceux qui le souhaitent, au prix de 20 €, un prix spécial salon, et sur lequel on publie régulièrement des mises à jour, comme la réglementation évolue beaucoup aujourd'hui, avec les perspectives de 2025, avec la suppression des seuils de revalorisation des déchets organiques. Donc on envoie gratuitement des mises à jour en fait aux propriétaires de cet ouvrage. Enfin, on a lancé donc depuis il y a 2 ans maintenant un nouveau groupe projet sur l'énergie en restauration. Puisque dans les démarches environnementales, on parle tout le temps d'énergie, et on s'est rendu compte qu'il y avait peu de référentiels, peu d'indicateurs en termes de programmation sur l'énergie. Donc Gilles Chevalier a la responsabilité de l'animation de ce groupe projet depuis 2 ans, et donc je vais le laisser vous exposer un petit peu ce travail. Alors, Monsieur Chevalier, parlez-nous de ce travail de l'énergie en restauration. Bien, écoutez, sans énergie, il n'y a pas de restauration déjà. Oui. Donc très compliqué. Le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'à chaque fois que nous avons affaire à un client qui va nous demander de lui concevoir donc un resto, va se poser les mêmes problèmes. C'est quoi les objectifs? Quelle énergie? Est-ce qu'on fait le choix de ci, de ça? Ensuite, les équipements. Quel équipement consommateur, pas consommateur? Et ainsi de suite. Donc un boulot énorme dans le sens où aujourd'hui, il n'existe aucun, voyons clair, aucun référentiel. Sinon, il existait il y a quelques années de dire, je me souviens, pour l'éducation nationale, au mètre carré, tant de litres d'eau, enfin, c'est en gros n'importe quoi. Selon les sources de l'ADEME. Voilà, tout à fait. Lorsque l'on regarde l'évolution qu'il y a pu y avoir dans ce métier et dans les équipements. Donc aujourd'hui, on a effectivement, comme dit Gilles, lancé donc, il y a 2 ans l'idée de faire un référentiel énergie. Sauf que l'on pensait être prêt très sincèrement 2 ans plus tard. On ne l'est pas du tout, dans le sens où on est prêt sur un sommaire, on sait exactement ce que l'on veut dire, on sait où aller chercher les infos. La complexité pour nous aujourd'hui, c'est on ne peut pas le faire seul. On est une association, donc c'est assez compliqué, c'est un vrai boulot. Donc on a référencé tous les acteurs donc, déjà au sein de l'association FCSI, en donnant l'un, j'allais dire, du collège, l'autre du lycée, le troisième de l'hospitalier, le commercial et ainsi de suite, afin de pouvoir analyser à quelque chose près les résultats de consommation suivant comment sont équipés ses clients. Mais oui. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt. Oui. On le sera, on va y arriver. Est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce que vous avez une idée du moment où... Alors, l'objectif, par la venue notamment récemment de nouveaux membres aussi dans l'association, spécialisés, donc des membres alliés dans le comptage énergétique, je pense à des structures comme Kitchen Box et autres, qui aujourd'hui vont nous permettre d'avoir en fait des indicateurs de consommation énergétique en fonction de différents profils de restauration. Donc toute la trame de comparatifs par activité, par métier, etc. est déjà au point. La rédaction est en cours depuis 2 ans. Donc on espère pour la fin de l'année 2015 être en capacité en fait de boucler cet ouvrage de manière à pouvoir le diffuser au public à partir de l'année prochaine. Voilà.
L'idée, dans un premier temps, ce n'est vraiment pas de faire des KPI de la restauration en termes d'énergie pour donner des performances à atteindre, c'est vraiment de faire un état des lieux. Oui. C'est vraiment la base, parce que, comme le disait Gilles, les informations qu'on avait de renseignements de consommation énergétique au mètre carré sont absolument pas en corrélation avec les programmations de projets. On compare une consommation énergétique au mètre carré, que ce soit une cuisine qui soit un repas livré ou une cuisine de production sur pale, voire une cuisine qui exporte des repas. Donc il est important d'éveiller, de sensibiliser un petit peu les donneurs d'ordre sur le fait qu'une même cuisine centrale, au même nombre de repas, selon un mode de production différent, peut aller, on l'a déjà vu avec certains indicateurs sur l'hospitalier, du simple au double en consommation énergétique. Ben oui. De là à dire que la cuisine a mal été conçue, mal utilisée, on n'est pas du tout là. C'est simplement souvent d'expliquer que dans l'organisation, dans l'exploitation, dans l'objectif à atteindre, on peut avoir des consommations différentes. Ça, ce sera la première étape. La deuxième derrière, au même titre que les cahiers techniques que nous avons déjà publiés, c'est de faire vivre ces cahiers techniques. Et l'étape d'après sera très certainement de donner des KPI en disant, voilà, pour tel profil de restaurant, d'entreprise, 1000 repas, produits d'une certaine manière, avec tel profil de distribution, tel usage de matières premières, on estime aujourd'hui que la bonne performance énergétique ramenée au mètre carré ou au repas, c'est X kilowatts du mètre carré. Même chose sur les consommations en termes d'eau, d'entretien, de maintenance. Quand on parle énergie, on parle vraiment de toutes les énergies, y compris les eaux usées et autres. Voilà, ça fait partie de ce référentiel qu'on est en train de monter. Donc c'est assez fastidieux et long pour une association de notre taille, mais je pense qu'on a de bonnes chances que ce soit un document qui éclaire qui fasse référence, les donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage et les filières, les acteurs de la branche. De toute façon, maintenant, on est sur des enjeux qui sont incontournables. Tout le monde semble aujourd'hui, je l'espère, sensibilisé à ces enjeux-là. Tout le monde parle d'énergie. Oui. Tout le monde. Ça, pour en parler, on en parle. Complètement. Non, puis c'est très complexe dans le sens où l'énergie, c'est pareil, il y a l'énergie consommée, mais il y a l'énergie aussi en demande d'appareils. J'ai oublié le nom là. Excusez-moi, mais un peu dur ce matin. Oui. On sait très bien qu'en faisant intervenir des économiseurs d'énergie, on va baisser le compteur. On sait très bien qu'en suivant le mode de production que l'on va employer, on va gagner du temps, donc de l'énergie. Mettez bien le micro. Donc la complexité, vraiment, c'est de fait d'arriver à des chiffres, comme Gilles l'a dit donc à l'instant, mais par gamme de restaurants. C'est-à-dire qu'une unité centrale en production alimentaire pour de l'hospitalier n'est pas la même qu'une cuisine centrale, production alimentaire pour le scolaire. Mais oui. Elle ne va pas fonctionner du tout de la même manière, pas le même nombre de jours. Je ne sais pas, il y a tous les cas de figure. C'est quand même un travail de fourmi. On voit des villes qui veulent faire travailler l'unité centrale et puis à la limite gérer et alimenter le CCAS. On sait très bien que le CCAS, ça va être 365 jours sur 365, alors que le scolaire, ça va être 150. Est-ce que réellement, d'un point de vue énergétique, il ne faut pas avoir deux opérations ou comment on fait? Enfin, ce que je veux dire, c'est on a lancé le débat parce que c'est des interrogations que nous avions, ça il n'y a pas photo, il y a besoin de faire quelque chose, mais on ne se rendait pas compte effectivement de l'énormité, quoi. Donc on a notamment dû intégrer dans le cadre de cette réflexion toutes les démarches de maintenance et d'entretien. Ça peut paraître curieux, mais par exemple en termes d'extraction, si la maintenance n'est pas correctement réalisée, automatiquement derrière on est obligé d'augmenter les débits, d'augmenter les vitesses d'extraction et donc on consomme plus. Donc je dirais que dans le cadre des certifications, que ce soit HQE, BIM et toutes les certifications qui peuvent exister aujourd'hui d'un point de vue environnemental, française et étrangère, on a le devoir de concevoir et de réaliser de manière durable, mais on a aussi le devoir d'exploiter de manière durable. Et je dirais que les premiers indicateurs par les sociétés de facility management, par exemple, nous montrent qu'il y a de gros écarts et qu'avant de parler de performance, il faut déjà arriver à contrôler, à compter et à mettre en place ce qui a été prévu au départ. Donc en fait, on s'inscrit complètement là-dedans, mais c'est un travail vraiment fastidieux. Alors le FCSA, je dirais, a la légitimité de ce travail-là parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas compter, on le voit bien, sans l'aide des industriels qui eux-mêmes sont aussi très sensibilisés par ces problématiques de comptage et développement durable à travers les codes des marchés publics, à travers les cahiers des charges et autres. Donc voilà, on a cette légitimité-là, mais on dirige aussi des entreprises, donc on peut consacrer que le temps... Est-ce que vous recrutez? Vous avez peut-être besoin d'un peu d'aide dans votre association? On est plutôt dans le nombre d'adhérents fonctionne très bien. Ce qu'il faut, c'est être actif dans l'association. Oui. Et donc chacun apporte sa pierre, je dirais, à l'édifice.
Mais voilà, je pense qu'on avance, on a préféré reculer un petit peu la diffusion du document. Oui. Il y aura peut-être une diffusion intermédiaire à travers peut-être les réseaux sociaux, Oui. à travers peut-être le CIRA, à travers sur les premiers indicateurs, les premières données que l'on a déjà pu enregistrer pour expliquer un petit peu la démarche et puis le but que nous sommes en train de nous fixer. Mais vraiment, j'espère que pour la fin de l'année, l'ouvrage sera finalisé. En format papier ou informatique, on verra après. Bon. Ça c'est un détail. Écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, je rappelle que ce livre-là, La gestion des déchets, on peut le retrouver sur votre stand au prix spécial salon de 20 € au lieu de 35, c'est bien ça. Où est votre stand? Ça peut servir. Alors, j'ai dû noter ça. Hein. C'est très compliqué. On est des exposants habitués, hein, vous avez vu ça. Oui, oui, je vois. Alors, c'est le 6B105. 6B105. Ça se situe entre le hall 5 et le hall 6, en fait. On est à cheval entre les deux halls. D'accord, Voilà. très bien. Voilà, et bien vous pourrez acquérir ces ouvrages. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés par notre plateau TV. Bon rétablissement. Merci. Hein, et on se retrouve dans 2 ans pour le livre tout beau, tout chaud, que j'aurai plaisir à présenter. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Avec des infos concrètes. Avec des infos concrètes, très bien. On retrouve à présent Michel Tanguy en partenariat avec l'école Le Nôtre et l'Institut Paul Bocuse. Il va nous présenter 3 gestes de pâtissier: pocher, foncer et abaisser. Un nouveau geste du jour. Karine, si je vous Oui. montre ceci, Oui, est-ce que ça vous parle? bah écoutez, j'ose pas vous répondre. C'est bien ce que je pensais. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Richard Hildevert. Bonjour. Bonjour Richard, vous êtes donc professeur à l'école Le Nôtre, Tout à fait. professeur de pâtisserie. Oui, pâtisserie-boulangerie. Hop, je vous donne un micro. Merci. Pâtisserie-boulangerie et on va aujourd'hui revenir sur des bases Oui, tout à fait. de la pâtisserie. Pochage, fonçage Et abaissage. et abaissage. Qu'est-ce qu'on entend par pocher? Alors pocher, c'est l'action de pouvoir dresser, de pouvoir mettre un appareil d'une consistance plus ou moins moyenne sur une plaque. D'accord. Voilà, précisément. Mais qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans cette action? D'être précis, d'être régulier, d'avoir une rigueur pour avoir un produit qui soit vraiment homogène. D'accord. Les cours que vous donnez s'adressent aux professionnels? Alors principalement oui aux professionnels. Après on dispose de plusieurs écoles, école professionnelle, école amateur. Ouais. Mais sur l'école professionnelle, oui, on est là pour faire du perfectionnement et donc pour venir donner des techniques différentes. Quel est le profil de vos clients? Ce sont des gens qui sont installés depuis longtemps, qui veulent se remettre à jour, ou ce sont des, on va dire, de jeunes entrepreneurs qui veulent parfaire leur formation? On a un peu de tout. Principalement, on a quand même des personnes qui ont de l'expérience, qui recherchent vraiment des nouvelles choses, des nouvelles techniques, des nouveaux assemblages de parfums, principalement. Mais on peut retrouver aussi des jeunes entrepreneurs qui veulent démarrer rapidement avec des recettes et des produits déjà prêts. Ces jeunes gens, enfin ces gens qui viennent en formation chez vous, repartent avec des recettes, un petit peu le clé en main? Tout à fait, ils repartent D'accord. avec un cahier de recettes, des fiches techniques complètes. En fin de semaine de formation, on présente un buffet, donc ils ont les photos des produits, on fait également des dégustations pour qu'ils puissent vraiment voir et faire le tour de tout ce qu'on a fait dans la semaine. D'accord. Je vous propose de nous mettre au travail. J'ai hâte, en fait, je dirais pas de mettre les mains à la pâte, mais de vous voir faire. Et on va commencer, je pense, par la première étape, l'abaissage. Voilà, on va commencer avec l'abaissage. Une fois qu'on a réalisé la pâte, Voilà, donc que ce soit brisé, sucré, ça... Voilà. Là, j'ai choisi une pâte feuilletée pour pouvoir amener un petit peu plus de difficulté et comprendre un peu la complexité de l'abaissage. D'accord. Alors, cette pâte, on va peut-être commencer par incorporer le beurre. Si on parle de la pâte feuilletée, vous allez peut-être nous montrer les premiers gestes avant de l'abaisser. Voilà, donc j'ai un beurre qui est prêt, qui est à la bonne taille, j'ai une pâte qui est prête aussi, et donc je vais faire les premiers gestes pour pouvoir incorporer mon beurre dans ma première pâte qui s'appelle une détrempe. D'accord. Vous voulez que je tienne le micro? Comme ça... Parce que ce que je trouvais intéressant dans ce geste-là, c'est qu'il est relativement technique. Il faut réussir à abaisser donc, cette détrempe, hein, comme ça qu'on l'appelle. Et ensuite, il faut aussi incorporer ce beurre. Alors je crois qu'on a des jeux de température qui sont importants. Il faut que les températures soient quasi identiques entre les deux éléments pour qu'ils s'incorporent sans que le beurre ne détrempe, sans que... Voilà. Alors ce qui va être vraiment le principal,
Le principal en dehors de la température, ça va être les textures. Parce que vous pouvez avoir les mêmes températures, mais des textures qui soient différentes. D'accord. Donc ce qu'on va vraiment... Donc là, ça complexifie encore la tâche. Voilà, ce qui va être le plus important, ça va être une texture. Ici, j'ai une texture plus ou moins ferme. Ici, je me retrouve avec une texture plus ou moins identique. Je touche. D'accord. Donc le fait d'avoir les deux mêmes textures, quand je vais abaisser ma pâte, je vais me retrouver avec un produit qui va s'étaler de la même manière. Ouais, parce qu'on sent que la pâte ici a vraiment de la résistance. Voilà, c'est ce que j'ai besoin. Sur ce type de produit-là, c'est ce que j'ai besoin. Donc là, on est d'accord, c'est exclusivement un mélange de farine, d'eau. Farine, eau, sel et un tout petit peu de beurre. Vraiment un tout petit peu pour donner un peu une texture un petit peu différente à la pâte, à ma détrempe. Donc là, je vais la réétaler un petit peu, juste pour l'affiner, et je vais venir faire une taille à peu près identique à mon beurre. Donc pour l'instant, pas besoin de fariner, hein. Tant que ça colle pas d'utilité. Donc là, je contrôle avec mon beurre. Voilà, je suis un tout petit peu plus grand, je vais pouvoir incorporer mon beurre. D'accord, je pensais qu'il fallait qu'on fasse des petites oreilles à la pâte pour pouvoir replier derrière. Après, il y a plusieurs techniques différentes. Ouais. Moi, j'applique celle-ci, je vais pouvoir recouvrir complètement mon beurre et avoir quelque chose qui soit bien régulier. D'accord. Toujours, hein, je veux toujours être dans le souci de la régularité et de l'homogénéité sur tous les produits qu'on fait. Eh oui. Donc voilà, ici, je viens replier jusqu'ici. Je referme bien partout. Hop. Il faut vraiment qu'on emballe complètement le beurre avec la pâte. Pour limiter la sortie du beurre. Voilà, je viens attirer un tout petit peu. Là, on aurait peut-être pu l'abaisser encore un tout petit peu plus. Alors, si je l'abaisse de trop, après, je vais peut-être être trop fin et je risque de casser mon produit. Donc, je préfère tirer légèrement dessus, la finir à la main. Voilà. Donc là, j'ai mon beurre qui est bien enveloppé. Et ici, donc, je vais commencer le vrai, entre guillemets, le vrai abaissage. Donc là, j'ai mon beurre qui est incorporé. Je vais venir étaler ma pâte pour pouvoir la replier par-dessus, par derrière. Qu'est-ce qui est important dans ces gestes ? C'est la régularité ? La régularité, que j'ai ma pâte qui soit étalée de la même façon à droite qu'à gauche, en face, devant, que j'ai quelque chose qui soit bien régulier. Dans la pâtisserie en général, si vous primez la régularité, vous aurez un bon résultat après sur la fin, obligatoirement. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre un feuilletage, un bon feuilletage, et un excellent feuilletage ? Qu'est-ce qui va faire qu'on aura cette pâte qui va cuire avec, comme vous le disiez, homogénéité et aussi voilà, ces feuilles qui vont se séparer visiblement à l'œil, qui vont donner envie d'être mangées, qui vont donner ce croustillant et cette légèreté en bouche. Donc là, je vais devoir parler en premier forcément des matières premières. Les matières premières vont rentrer en compte, que ce soit la farine. On porte peu souvent d'importance à la farine, mais ça va être vraiment très important d'avoir une bonne farine qui ne soit pas trop riche en gluten, qui n'ait pas trop de force, et également un beurre qui soit ce qu'on appelle un beurre sec, un beurre de tourrage, donc avec une matière grasse qui soit un tout petit peu plus importante que la normale, pour que je puisse avoir vraiment les différentes couches entre la pâte et le beurre, que ça soit bien distinct. Donc on va conseiller une farine type... Alors là, nous, en général, on conseille un mélange de farine type 55 et farine type 45. D'accord. Donc là, on a des taux de protéines qui sont différents entre les deux. Sur du 55, je vais être aux alentours de 12%, 10-12% de protéines. Et sur de la 45, je monte à 14% de protéines. Et là, on va arriver par cette association de deux farines à un taux de protéines suffisant, donc à un taux de gluten dans la pâte. Voilà. Qui va être acceptable pour qu'elle soit... Qui va être assez suffisant pour justement me créer mon élasticité, ma ténacité et mon extensibilité suffisante pour pouvoir retenir mon beurre. À savoir que dans la farine en elle-même, le gluten à la base, ça n'existe pas. Le gluten, il va se créer avec la formation de la pâte au moment de l'incorporation de l'eau. À la base, on n'a pas de gluten, on parle vraiment uniquement de protéines. Ouais. Donc là, je commence à abaisser ma pâte. Elle a déjà pris un peu de longueur. Oui, effectivement, là, vous avez déjà un joli rectangle. Donc là, avec mes mains, ici, je passe sur le côté et je sens l'épaisseur. Je sais à quel endroit je suis un peu plus épais, à quel endroit je suis fin. Et là, je vais commencer à vraiment régulariser ma pâte au maximum. Et la régularité, toujours Toujours ce qui va être le plus important.
Si vous ne primez pas la régularité, vous allez vous retrouver avec des produits qui ne vont pas être réguliers et vous aurez à certains moments dans votre feuilletage un produit qui va décoller correctement et à d'autres moments un produit qui va être très serré. C'est aussi une question de temps. On prend le temps de bien faire. Il faut prendre le temps, il faut que les pâtes reposent. Une pâte, c'est quelque chose, même si on n'a pas de levure, c'est quelque chose qui est vivant. On a des enzymes dans une pâte, on a énormément de choses qui vont rentrer en compte. Et notre pâte, c'est vivant. Donc il faut prendre le temps à la farine d'absorber l'humidité du beurre, d'absorber l'humidité de l'eau qu'on lui a incorporée, que le sel, le sucre soient bien dissous. Vraiment, on a besoin de temps pour fabriquer ces produits-là et que ça se repose, principalement. Là, je suis en train de créer une tension sur ma pâte en l'étalant. Donc je vais devoir la laisser se reposer pour qu'elle puisse pouvoir se réétaler correctement par la suite. Parce qu'en fait, plus on va la travailler, plus elle va gagner en élasticité et moins ce sera simple. Oui, tout à fait. Si vous essayez de travailler, de faire tous les tours là, sur une pâte feuilletée en direct, c'est quasi impossible. C'est possible, mais vous n'aurez pas un beau résultat. Ouais. Donc là, ce qu'il va me falloir sur ma pâte, c'est que j'ai 3 fois ma longueur à peu près par rapport à ma largeur. D'accord. En taille. Pour que je puisse la replier et faire ce qu'on appelle un tour simple et finir avec un carré, encore pour une souci de régularité. Donc là, je vais contrôler, je vais retourner ma pâte. Voilà, je l'ai replié grossièrement pour regarder. Donc là, j'ai une bonne taille. En largeur, je vais être bien. J'ai un tout petit peu plus de longueur. Ça va m'aider après à pouvoir correctement la réétaler. Et là, on n'y touche plus. Donc là, voilà. Là, l'idéal, ça serait de la mettre au froid. D'accord. Et de la laisser reposer une petite heure, allez, une demi-heure sur un bon frigo à 4 degrés, une demi-heure avant de continuer à la réétaler. D'accord, ok. Et ensuite, combien de tours sont indispensables? Est-ce qu'il y a vraiment une politique, une règle à appliquer? On entend parfois que 3 tours suffisent pour des choses assez simples. Après, on parle de 6 tours. Voilà, moi, je vais principalement sur une pâte feuilletée, ce qu'on appelle feuilletage classique, comme j'ai ici. Je vais rester sur 6 tours simples. D'accord. Donc quand on a une pâte qui est bien froide, on peut y aller 2 par 2 les tours simples, sans problème, en laissant 1 heure d'intervalle entre les deux. Mais 6 tours simples, c'est l'idéal. Si vous ne faites pas assez de tours, vous allez avoir trop de force, entre guillemets, un beurre qui va être trop épais à l'intérieur, vous allez avoir un dégagement d'humidité trop important et vous allez avoir un feuilletage qui ne va pas être régulier. 6 tours, ça va vous permettre d'avoir des couches qui soient régulières et d'un développement qui ne soit pas trop important. Et si on s'amuse à faire 12 tours par exemple? Et là, ça va être trop serré. Et en texture, vous allez vous rapprocher plus d'une pâte neutre qu'on se sert pour les quiches, entre guillemets, en texture, plus qu'une pâte feuilletée. Allez, un peu de repos. Un petit peu de repos. Et ensuite, donc, on va réellement abaisser la pâte pour pouvoir la foncer. Voilà, après, sur le fonçage, je vais plus utiliser un autre type de pâte qui va plus s'apprêter que celle-ci qui a besoin de beaucoup plus de repos. Ouais. On va la laisser pour Karine parce que comme ça, elle pourra peut-être nous faire un petit dessert tout à l'heure. Bien sûr. Non, je tente pas chance. Mais tu peux, Michel. Tu peux. Alors, quelle est la nature de la pâte que l'on va abaisser pour être foncée ensuite? Bon, ici j'ai une pâte qu'on appelle une pâte sucrée. Donc, elle est sur une base de farine, jaune d'œuf, sucre, un tout petit peu de sel. J'ai également du beurre. Pourquoi il a pas... Et donc voilà, j'ai une pâte qui va être légèrement fragile, mais c'est ce qu'on recherche pour avoir un sablage en bouche et un fondant en bouche. Donc là, contrairement à tout à l'heure, mon autre pâte, je vais rechercher à avoir le moins possible de travail. Donc quand je l'ai travaillé, quand je l'ai pétri, je l'ai travaillé le minimum possible pour éviter justement de créer ce gluten et de garder ma friabilité sur ma pâte. Donc là, je vais venir la baisser. Donc ici, je pars d'une pâte qui est plus ou moins ronde et je vais essayer de continuer à garder ce format-là pour pouvoir s'ajuster sur mon cercle. Donc j'étale un tout petit peu ma pâte, je lui donne 1/8 de tour et je continue à la étaler et ainsi de suite sur cette matière-là. Voilà. Le fait de lui donner des tours régulièrement, le fait juste de faire ça va faciliter le maintien de la rondeur de... Et j'abaisse uniquement sur la partie centrale pour pouvoir
avoir quelque chose qui reste bien régulier encore une fois. Si j'étalais sur toute la partie de ma pâte, je risque d'avoir des irrégularités. Ah. C'est pas bête. Donc là, on est sur une pâte, comme je disais, un petit peu plus fragile. Donc je vais avoir le besoin de fariner un petit peu plus pour éviter que ma pâte ne colle. Je suis un peu plus riche en matière grasse, la matière grasse du beurre. Je suis un peu plus riche en matière grasse sur mes jaunes d'œufs. Jaune d'œuf, on est sur à peu près 30% de matière grasse environ. Donc je vais avoir un collant qui va être un peu plus important. Et ensuite, le fait de pouvoir la foncer facilement sans qu'elle ne casse, c'est aussi une question de température. Il faut qu'elle soit plutôt fraîche. Je dirais une question de geste. D'accord. Plus une question de geste que de température. Forcément, on va éviter de travailler avec des pâtes qui soient trop fermes, bien sûr, mais on va éviter de travailler avec une pâte trop souple. On est sur une texture moyenne, mais même avec des pâtes souples, ça fonctionne si vous avez le geste. La semaine dernière, j'étais au Chili, encore jusqu'à hier, et j'avais 29 degrés dans le laboratoire de production où j'étais, et j'ai foncé des tartes sans problème. D'accord. Donc c'est toute une question plus texture et geste. Vous voulez le cercle? Voilà. Je vais être pas mal déjà en taille. Ouais, joli. Donc je vais me laisser une bordure de la hauteur de mon cercle, ici. Donc je vais venir tailler un tout petit peu ma pâte. Ouais, pour qu'elle soit en fait on va dire la plus proche possible, que la dimension soit la plus proche possible de la taille du cercle et de la hauteur surtout. Voilà. Donc là, on est sur des cercles qui sont perforés. Ça va pouvoir aider à la cuisson. On va travailler sur un produit qui va cuire de façon bien régulière sur le tour et sur le bas. Donc là, j'ai toujours une pâte qui n'est pas fragile. Elle est souple, mais elle n'est pas fragile. Ouais. On voit qu'elle est bien résistante. Ouais. Parce que j'ai eu un bon pétrissage, pas trop important, suffisamment. Ouais, parce qu'on voit que vous pouvez la travailler sans problème. Voilà. Donc là, je vais mettre ma pâte bien au centre de mon cercle pour avoir la même dimension partout. Et donc, je vais venir incorporer ma pâte à l'intérieur. Donc, le fonçage. Donc, pour ça, principalement, je vais utiliser pouce et index. Et donc, je vais venir descendre la pâte avec mes doigts. Ici, je la descends. Et avec ma main gauche, encore question de régularité, je vais venir légèrement pincer sans coller pour pouvoir avoir une bordure qui soit bien nette. D'accord. C'est tout le travail de la main. Voilà, c'est juste le geste. Vous voyez, même avec une pâte qui est souple, à partir du moment où j'ai le geste, tout va bien. Voilà, je vais faire encore un petit tour de cette façon-là pour bien régulariser ma pâte. Ce qui va être important, c'est d'avoir une pâte ici qui soit avec un bel angle droit. Ouais, pour que ça donne des... Mais si vous voulez, si vous n'avez pas un angle droit, à la cuisson, votre pâte va retomber de toute façon. Et après, vous n'aurez pas, au niveau de la hauteur, quelque chose qui va être propre. Qui va être régulier. Ensuite, on peut la cuire directement ou il est préférable de la laisser reposer? Voilà, encore sur le même principe que je disais tout à l'heure, un repos. Là, j'ai encore créé de la force sur ma pâte. Donc, si je la mets à cuire tout de suite, elle va avoir tendance à se rétracter. Donc là, ici, ce qu'il faudrait, c'est la faire reposer un tout petit peu. Et après, vous pouvez la garnir suivant les besoins, sans problème. Et ensuite, on pourra la garnir à loisir. Voilà. Alors, soit on garnit tout de suite avec un produit pour mettre à cuire, donc type crème frangipane ou crème frangipane, vous mettez des poires, ça vous fait une tarte bourdaloue. Ou sinon, vous pouvez garnir avec un papier, vous mettez des noyaux, vous mettez à cuire ce qu'on appelle cuisson à blanc. Et derrière, après, vous coulez une ganache, une crème citron ou ainsi de suite, tout ce que vous voulez. On peut la pré-cuire, on va dire, voilà, la pré-cuire. Telle qu'elle, oui. Ou alors il faut la garnir pour qu'elle ne... Non. Si vous voulez la pré-cuire, vous la piquez un petit peu. Et c'est tout. Voilà, vous mettez un papier à l'intérieur qui va remonter sur les bords. Vous mettez des noyaux de cerise de ce type-là, cette taille-là à peu près, pour éviter qu'elle gonfle. Et après, il n'y a pas de souci. Bon, bah merci. De rien. Alors ensuite, nous avons, je crois, un dernier geste qui est le pochage que vous vouliez nous montrer. Et pendant ce temps-là,
pendant que vous pochez, je vous propose d'accueillir Laurent Cordonnier, qui est un de vos confrères, que vous connaissez. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, je vais également vous tendre le micro. Alors, pendant que donc, notre ami Richard Hildevert va nous montrer le geste du pochage, je vous invite à nous parler d'un partenariat signé entre vos deux établissements. Donc, vous qui êtes pâtissier à l'école Paul Bocuse, à l'Institut Paul Bocuse et l'école Le Nôtre. Donc, parlez-nous un petit peu de ce partenariat. Donc, en fait, ce partenariat, c'est d'allier la pâtisserie de l'école Le Nôtre ainsi que la pâtisserie de l'Institut Paul Bocuse. Et donc, pour parler en 2 mots de ce programme, c'est un programme qui va se dérouler sur 2 semestres de 15 semaines. Et le but, c'est d'amener les jeunes, en fait, de leur montrer ce qu'on peut faire avec la pâtisserie de base et de permettre d'évoluer en fonction du goût, de la texture, de l'évolution du design, pour leur montrer jusqu'à quel niveau on peut aller. Et en fait, ce qui est important avec ce programme, on est en partenariat avec une école de design depuis 2012 de Saint-Étienne, et on va allier le design et l'esthétique, en fait. Et ensuite, on est en partenariat, bien sûr, avec l'école Le Nôtre, et on va parler de modules. En fait, par rapport à ces modules, nous avons une partie pâtisserie, spécialisation pâtisserie, spécialisation viennoiserie et boulangerie à l'Institut Paul Bocuse, et donc en partenariat avec l'école Le Nôtre sur la partie chocolat et glace. D'accord. Et à qui va s'adresser cette formation ? Alors cette formation, en règle générale, nous on attend d'avoir des gens qui puissent avoir au moins une base sur la pâtisserie pour qu'ils viennent travailler et faire évoluer leur technique et leur savoir-faire, en fait. D'accord. Donc ça peut être un COMEX ou... Voilà, tout à fait. Donc le but, on peut travailler avec des pâtissiers, des boulangers, des gens qui sont dans la restauration. Le but, c'est de faire un programme pâtisserie, boulangerie, viennoiserie, et qu'on puisse allier toutes les techniques de la pâtisserie et les technicités modernes. On jette un œil à ce que fait Richard Hildevert. Mais bien sûr. Ce sont des petites meringues. Alors, hop, on va... Toc, je passe le micro. Donc là, on est sur une meringue française, un blanc d'œuf, sucre semoule et sucre glace. Donc là, j'ai ma meringue qui est prête et je suis sur le pochage. Le secret de la bonne meringue, c'est la cuisson. Il faut four chaud. Alors, on va être sur un four aux alentours des 100-110 degrés. Donc, ouais, basse température. Voilà, basse température. On va principalement, on va démarrer sur un four fermé pour créer une pression dans le four et faire développer la meringue. Et après 10-15 minutes, si on peut entrouvrir un tout petit peu le four pour laisser échapper l'humidité, ça sera mieux. Bon. Messieurs, merci beaucoup. Merci Richard Hildevert, donc professeur de pâtisserie à l'école Le Nôtre. Merci beaucoup Laurent Cordonnier, qui est donc professeur à l'Institut Paul Bocuse. Merci à vous. Les renseignements sur le site de l'Institut ? Voilà, sur le site, éventuellement quelques renseignements à l'Institut Paul Bocuse. Je montre à la caméra si voilà, les informations donc, et ce nouveau programme. Je vais faire comme ça. Hop, voilà. Merci messieurs, je vous souhaite une belle journée et j'ai un message particulier pour Karine. Donc Karine, si tu m'entends, il y a une pâte feuilletée qui t'attend dans le frigo, tu peux en faire un dessert. Très bien, c'est noté.